Bonjour à tous et à toutes et merci pour la belle invitation. Je suis vraiment très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite dans le cœur de l'action. Dans le tumulte causé par les pierres qui pleuvent sur le marché Sainte-Anne et par la foule qui fait irruption dans le Parlement en ce soir du 25 avril 1849, les députés quittent les lieux à la hâte. C'est alors que le député Bartholomew Gugy aperçoit des femmes assises dans la tribune parlementaire. Je le cite, « En regardant derrière moi, j'ai remarqué quelques femmes et j'ai pensé qu'il serait approprié de leur fournir les moyens de s'échapper en toute sécurité du bâtiment. » dit-il dans une déclaration quelques semaines après l'incident, et je remercie Patrice Groux de m'avoir mis sur cette piste. Plus que le geste héroïque de Gugy, cet extrait témoigne surtout du fait que des femmes assistaient au débat parlementaire. Dans les colonies du Bas et du Haut-Canada, certaines s'intéressent en effet à la chose publique ou votent même, comme cela est permis depuis l'acte constitutionnel de 1791. Or, elles perdent ce même droit par une loi adoptée en 1849. Ma conférence s'arrête sur le retrait du droit de vote pour les femmes quelques semaines après l'incendie du Parlement à Montréal. Après un bref rappel des tentatives de leur exclusion du suffrage par voie législative dans les années 1830, je reviendrai sur la loi de 1849. Mais comme il n'y a pas grand-chose à dire sur cette loi, vous allez voir, ce sera pour moi l'occasion surtout de redonner un visage et une voix à ces femmes invisibilisées par l'historiographie en m'intéressant aux épouses des députés dont vous pouvez voir les noms défiler derrière moi. À l'époque, je vais faire un petit récapitulatif, là, le droit de vote est lié à la propriété, sans distinction de sexe. Le niveau de propriété nécessaire est déterminé très précisément dans l'acte constitutionnel. Une femme qui possède des biens peut voter si elle est célibataire et majeure, mariée en séparation de biens ou veuve. Les femmes votent en grand nombre lors d'une élection partielle en 1832 à Montréal-Ouest où Stanley Bagg s'oppose à Daniel Tracy. 225 femmes se sont présentées pour voter et 199 ont pu effectivement exercer ce droit, ce qui représente presque 15 du total des voteurs. Cette élection a bien été étudiée par Bettina Bradbury, dont je vous recommande chaudement l'ouvrage. Je reviendrai sur quelques éléments qui seront importants pour la suite de mon propos. Cette élection est contestée et un comité est formé pour l'examiner. Julie Bruno-Papineau écrit d'ailleurs à ce sujet à son mari, Louis-Joseph, et je la cite, « J'ai appris avec plaisir que vous alliez faire l'enquête à la barre de la Chambre. C'est la seule manière de produire l'effet que l'on en attend, c'est-à-dire faire connaître au public toute l'infamie de leur conduite et leur faire craindre un peu votre pouvoir, car il n'y a en effet que par la législature du pays que l'on pourra obtenir justice. » Denis Benjamin Vigée, qui est conseiller législatif, fait part de ses observations. Je le cite, « Quant au droit des femmes en général de donner leur suffrage aux élections, sans prétendre le justifier, je dois dire que ça a été la coutume à plusieurs élections dans la province, de recevoir les votes de celles qui étaient veuves ou non mariées. Et M. Stuart n'était pas beaucoup à blâmer de les accepter. » Dans un article intitulé « Droits politiques des femmes au Canada » paru dans la Gazette de Québec en 1833, on précise que les femmes ont, en Canada, le privilège d'aller donner leur voix aux élections aussi bien que les hommes. Et je cite, c'est vraiment intéressant, « Cependant, il arrive souvent que la femme vote d'un côté et le mari de l'autre, imaginez-vous donc, dans les mêmes ou dans certaines élections. Plusieurs dames prirent dans cette circonstance le parti contraire à celui qu'avait embrassé leur mari. Ces derniers ne s'en formalisèrent pas. L'habitude, apparemment, les avait façonnés. Il y eut même une dame qui vota d'après son propre droit, tandis que son mari n'avait pas le droit de voter de son chef.
Et bien sûr, le journal ne manque pas d'ajouter: dans le Bas-Canada, les femmes ne manquent jamais de faire usage de leurs prérogatives en faveur du candidat qui a le talent de leur plaire, mêlant aussi la galanterie à la politique. Byron a dit que l'amour est le premier mobile de toutes les actions des femmes, bien sûr. Quoi qu'il en soit, même si les députés sont bien au fait du droit des femmes de voter, elles sont de plus en plus pointées du doigt dans le cas d'élections contestées. Le statut matrimonial pour les femmes mariées est souvent questionné par l'officier rapporteur. Certains s'interrogent sur leur admissibilité, et d'autres avancent qu'elles sont instrumentalisées par des candidats qui cherchent à augmenter le vote en leur faveur. Après cette contestation qui fait grand bruit, les élus semblent décidés à se pencher sur la loi électorale et à examiner ses faiblesses. Le 27 janvier 1834, John Nelson dépose en effet un projet qui propose de réviser la loi électorale. À son avis, elle comporte quelques défauts que les dernières élections ont mis au jour, dont le droit pour les femmes de voter, ce qui est encore indécis, et la manière de faire prêter serment et le pouvoir, surtout des officiers rapporteurs. Pour Louis-Joseph Papineau, l'intervention de conseillers législatifs dans les élections et la nomination des officiers rapporteurs par le gouverneur sont des sujets bien plus importants sur lesquels les députés devraient se pencher. Le 18 mars, la loi est adoptée. L'article 28 spécifie que depuis et après la passation de cet acte, aucune fille, femme ou veuve ne pourra voter à aucune élection dans aucun comté, cité ou bourg de cette province. Elle va être sanctionnée d'ailleurs par Lord Elmer et on en prend connaissance à Londres en août 1834. Des élections ont ensuite lieu à l'automne et le Parti patriote obtient une victoire électorale éclatante. Mais le 21 février 1835, la nouvelle session s'ouvre dans un climat plus tendu que jamais. Et à la fin de l'année, le bill concernant les élections est porté au Conseil législatif qui propose 2 amendements. Ces amendements ont pour but d'accorder la qualité d'électeur aux copropriétaires, ce dont la loi les privait. La partie concernant les femmes, elle, va demeurer inchangée. Le 10 février 1836, la Chambre va se former en comité pour les prendre en considération. Pour Papineau, ils attaquent directement le principe électif établi dans notre province et consacré par l'opinion de tous les amis des idées libérales. Or, elle va être désavouée par le gouvernement britannique le 6 juillet 1936, et je cite la proclamation, car elle contenait certaines dispositions contraires au droit constitutionnel et à l'usage parlementaire, et les 2 chambres ne s'étant pas entendues sur les modifications à y apporter, il ne restait au roi qu'à user du pouvoir que la Constitution lui donne en pareil cas. Ce désaveu est annoncé dans une proclamation qui est publiée dans les journaux, dont la Gazette de Québec, afin d'en informer la population. Comme chaque clause de la loi est déclarée nulle, cela signifie que les femmes peuvent continuer de voter. Elles ne tardent pas à revendiquer ce droit. Lors de l'élection partielle dans la basse-ville de Québec le 6 juillet 1937, la Minerve rapporte: « On sait que la législature a passé un bill pour priver les femmes du droit de voter, mais comme cet acte n'a jamais reçu la sanction du roi, il est comme non avenu et ne peut par conséquent militer contre les personnes du sexe. » Cependant, l'officier rapporteur refusa obstinément d'admettre le vote de 2 femmes. On a beau expliquer la clause de l'acte constitutionnel selon laquelle les femmes peuvent voter, l'officier rapporteur refuse de les enregistrer. L'élection va faire l'objet même d'une contestation. L'implication des femmes à la vie publique ne s'arrête pas qu'aux élections. Elles rapportent les principaux événements dans leurs lettres, en discutent dans les salons. Lors des rébellions, leur participation devient plus tangible dans le Haut comme dans le Bas-Canada, du côté loyaliste comme du côté patriote. Comme vous le savez, une association des dames patriotiques se forme dans le comté de Deux-Montagnes en 1834, tandis que les dames du quartier Est de Montréal préparent une bannière pour le bataillon de volontaires du lieutenant-colonel Molson en 1838 et que Susanna Maudit, dont le mari sert dans la milice, multiplie les poèmes en 37-38 afin, et je la cite,
de faire le peu qu'elle pouvait pour servir la bonne cause avec sa plume. Au moment de l'Union, en 1840, les lois électorales du Bas et du Haut-Canada étaient tout simplement demeurées telles quelles. Après l'Union, le comportement des femmes est quant à lui difficile à suivre, faute de cahiers de scrutin en nombre suffisant. Nathalie Picard a toutefois pu retracer dans 9 cahiers de scrutin pour le district de Montréal une femme qui vote à Deux-Montagnes en 1841, 2 à Rouville en 1942 et 11 à Montréal en 1844. On voit vraiment qu'à Montréal, il se passe quelque chose. Dans le Haut-Canada, mentionnons que très peu de cahiers de scrutin ont été conservés. Nous savons par contre que des femmes y votent à au moins 2 reprises. Ainsi, 7 femmes votent à West Alton en 1844. Le candidat réformiste, qui a perdu par seulement 11 voix, accuse l'officier rapporteur d'avoir dissuadé des électeurs habilités à voter de le faire tout en autorisant des votes illégaux, dont bien sûr celui des 7 femmes. Le perdant fait appel à l'Assemblée, un comité se forme et les noms de 6 de ces 7 femmes sont connus. Notons celui d'Anna Williams, fille de Laura Secord, qui avait épousé Harley Williams en 1833. Devenue veuve en 1844, elle vit à Guelph avec ses 2 filles et temporairement avec sa mère. Encore en 1849, des femmes ont voté dans le Haut-Canada. Alan McNabb rapporte le 9 février le cas de James Webster, qui a été élu dans le comté de Waterloo par 5 voix de femmes. On en vient à la conclusion que, et bien que leur nom figurait dans les registres de scrutin, cependant, comme il n'y avait aucune preuve devant le comité démontrant que c'était des femmes, il fallait abandonner toute la procédure. Déclaré élu, Webster va résigner pourtant le 18 janvier 1949 et son élection est déclarée nulle. Et c'est Adam Johnston Ferguson qui va prendre son siège en février. Un autre témoignage pour moi de l'intérêt de certaines femmes envers la politique est leur présence à certains moments de la vie parlementaire. En 1842, 43 et 44, les journalistes notent par exemple la présence d'un bon nombre de femmes qui assistent à l'ouverture du Parlement provincial. À Montréal, le 28 novembre 1944, derrière les dignitaires sur des gradins se trouvent plusieurs femmes, dont l'élégance a dû donner aux étrangers une autre opinion de la beauté et de la mode dans cette nouvelle métropole. On remarque aussi que le gouverneur Metcalfe était entouré d'un cercle de dames auquel on avait préparé des sièges en arrière de ceux des conseillers législatifs lors de son discours à la salle du Conseil. En 1843, rappelons que la capitale est alors à Kingston, Sir Alan McNabb a fait une invitation singulière. Nous n'avons pas été peu agréablement surpris en entrant dans la chambre de voir 2 rangées de banquettes législatives occupées par de belles dames, dont l'élégante tenue et le sourire gracieux offraient le plus charmant contraste avec des figures graves et préoccupées de nos législateurs. Johnston aurait alors demandé en vain qu'elles fussent éconduites, c'est-à-dire expulsées du sanctuaire réservé aux initiés et reléguées dans l'espace réservé au public. Certaines femmes pétitionnent aussi, c'est le cas d'Éléonore Teed de Québec qui s'adresse à l'Assemblée en 1846. Elle demande une enquête sur l'emprisonnement en 1938 de son mari, partisan patriote et décédé en février précédent. Tout en faisant allusion au bill d'indemnité, la requérante croit fermement que son emprisonnement, l'anxiété dans laquelle il a été plongé et les injustices qu'il a éprouvées pendant et après son emprisonnement ont été la cause de sa maladie et de sa mort. En 1846, les élus reviennent à la charge au sujet de la loi électorale. Louis-Hippolyte Lafontaine présente un bill pour régler les élections des membres de la Chambre d'Assemblée dans le Bas-Canada, qui est en tout point semblable à celui présenté dans les années 1830. Comme la session est prorogée en juin et qu'un nouveau ministère est formé, le projet de loi n'est finalement pas adopté. Le retrait. Au début de 1849, Lafontaine présente encore une fois un projet de loi qui a pour but d'amender et de refondre les lois
relative aux élections des membres de l'Assemblée législative, actuellement en vigueur en une seule. Il passe toutes les procédures, mais dans les débats, il n'est pas fait mention des femmes. Papineau est plutôt préoccupé, comme il l'était dans les années 30, par la question des officiers rapporteurs et il va affronter La Fontaine à ce sujet. Entre-temps, les esprits commencent à s'échauffer au sujet de l'indemnité à accorder à ceux qui ont subi des pertes durant la rébellion dans le Bas-Canada. En février, on échange des coups de poing et l'huissier doit ordonner aux personnes de sortir. Un journaliste note la présence de femmes. Les dames entrèrent dans le sein de la chambre. On parvint à faire vider les galeries. Il était 5h30. La loi est finalement sanctionnée le 30 mai 1849, soit à peine un mois après l'incendie du Parlement. L'article 46 nous intéresse plus particulièrement. Il stipule « et qu'il soit déclaré et statué qu'aucune femme n'aura droit de voter à aucune telle élection, soit pour un comté ou un riding, soit pour aucune des dites cités ou villes. » C'est donc à ce moment que les femmes perdent officiellement le droit de vote dans la province du Canada. Même après le passage de la loi, des femmes continuent d'assister au débat. À Toronto, un journaliste remarque que, pendant que l'honorable M. Baldwin adressait la parole à la Chambre, le membre pour Gaspé laissa son siège, se plaçant à côté de quelques dames assises dans les galeries des étrangers. Des lois similaires sont adoptées au même moment dans les colonies du Nouveau-Brunswick et de Prince-Édouard. J'ai voulu faire un portrait sociodémographique des députés. Sur les 85 députés qui siègent en 1849, il y en a un qui est décédé durant la session. 3 sont célibataires ou probablement célibataires. 71 sont mariés, dont Robert Bell et John Hilliard Cameron en 1849, et 7 sont veufs. Je n'ai pas pu déterminer le statut matrimonial pour 4 d'entre eux. Les épouses des députés, et ça m'a beaucoup surprise, sont majoritairement bas-canadiennes et francophones, en 29 cas, dont 2 d'origine anglophone, une d'origine écossaise, une d'origine allemande et une d'origine loyaliste. 16 sont nés dans le Bas-Canada, où 2 ont un père d'origine irlandaise et un américaine. 3 sont britanniques, 1 irlandaise, 3 sont écossaises, 7 sont américaines et 1 est née à l'île du Prince-Édouard. 10 ont un père député, 5 un frère député et 2 un cousin député. Nous retrouvons, notons aussi que Hortense Fabre épouse Cartier, Flore Massé épouse Chauveau, Élisabeth Levalet épouse Juchereau du Chesnay, Sarah Mackenzie épouse Seymour, accouche en 1849. Donc, il n'y a pas que la vie parlementaire, il y a aussi la vie intime. Nous retrouvons le député Gugy, qui est un huguenot suisse que nous avons croisé au début de ma présentation. Il est veuf depuis 1842 de Louise-Sophie Juchereau du Chesnay, membre de l'ancienne noblesse par ses 2 parents. Elle est née à Deschambault et elle était la fille du seigneur Antoine-Louis Juchereau du Chesnay et de Marie-Louise Fleury de la Gorgandière. Et 3 autres épouses aussi ont un père seigneur. Le mariage peut être vu comme un instrument politique et certaines familles pratiquent l'endogamie, des députés épousant des filles ou des sœurs de députés. Je pense particulièrement à Georges-Étienne Cartier, qui avait épousé Hortense Fabre, fille d'Édouard Raymond Fabre, un fidèle de Papineau et sœur du futur évêque de Montréal, Monseigneur Fabre, et sœur aussi du journaliste Hector Fabre. Cartier est lié aussi à la famille d'Austin Cuvillier et de Marie-Claire Perrault, car Hortense Fabre est non seulement la petite-nièce de Marie-Claude Perrault, mais il a aussi pour maîtresse Cartier, Luce Cuvillier, qui était la fille d'Austin Cuvillier et de Marie-Claire Perrault. J'en parle parce que c'est vraiment, quand Papineau dit « aucune femme ne doit voter, participer sur les hustings », ben c'est contre Cuvillier qui s'oppose dans ce cas-là.
Flore Massé a eu 7 enfants avec Chauveau, dont Élisa, qui est une grande amie de Marie-Louise Globensky. Ensemble, elles passent fréquemment les vacances chez les Papineau. Marie-Louise Globensky est connue plus tard sous le nom de Lady Lacoste et on va la recroiser dans ma conclusion. Je termine justement avec un député élu après l'adoption de la loi. Je veux parler de Louis Lacoste, qui est notaire de Boucherville. Il est élu député de 34 à 47. À la suite de la participation à la rébellion, il est emprisonné à Montréal du 8 décembre 1837 au 7 juillet 1838. Il ne se représente pas en 48, mais il est élu lors d'une partielle en 49. Lui, c'est par son mariage qu'il est intéressant, son 3e mariage avec Marie-Antoinette Thaïs Proulx, fille de Louis-Basile Proulx et Thaïs Foisy en 1838. Ils vont avoir 3 enfants, dont Alexandre Lacoste, qui deviendra plus tard juge en chef de la province de Québec, mais c'est surtout le père de Marie Lacoste, une grande militante pour l'obtention du droit de vote pour les femmes, et je trouvais qu'il y a de ces beaux clins d'œil de l'histoire. En conclusion, dès 1849, les femmes se voient refuser l'un des droits les plus fondamentaux, celui de voter. À la fin du 19e siècle, pourtant, 2 d'entre elles, Lady Lacoste, née Marie-Louise Globensky, et sa fille Marie Lacoste dénoncent la situation. Elle posera une question que la Britannique Harriet Martineau, une amie intime de Lord Durham, traduisait déjà en 1837 en ces termes. « L'affaire est si claire que je pourrais la clôturer ici. Mais il est intéressant de se demander comment une décision si évidente a été éludée au point de ne laisser aux femmes aucun droit politique. La question a été posée de temps à autre dans plus d'un pays, de savoir comment l'obéissance aux lois peut être exigée des femmes alors qu'aucune femme n'a, ni réellement, ni virtuellement, donné son assentiment à aucune loi. Pour autant que je sache, aucune réponse plausible n'a été proposée, pour la bonne raison qu'aucune réponse plausible ne peut être trouvée. Avec des dizaines d'autres, les Lacoste vont militer pour que les Québécoises connaissent la fin de cette éclipse démocratique qui aura duré plus de 90 ans. Merci.